Voilà, je m'appelle Nathalie Nisenbaum, je suis âgée de 62 ans, je suis médecin. J'ai exercé comme médecin généraliste et également comme médecin de soins palliatifs dans un réseau de soins palliatifs dans Seine-Saint-Denis. J'y ai exercé pendant 17 ans et depuis bientôt plus de 3 ans, je suis médecin coordinateur dans un EHPAD. Et je viens de vivre une situation très singulière à titre personnel à propos de laquelle j'ai souhaité témoigner auprès de l'espace éthique parce que ça a profondément ébranlé certaines certitudes ou en tout cas une certaine manière de faire que j'avais acquise depuis des années. Et voilà. J'avais une mère âgée de 92 ans qui au moment de son veuvage il y a 3 ans a totalement perdu la vie. Bon, lapsus, a totalement perdu la vue et s'est retrouvée à vivre seule dans une résidence-service, accompagnée par un auxiliaire de vie. Et la survenue de cette cécité a provoqué chez elle une envie de mourir, une difficulté dans cette rupture sociale qu'elle a vécue. C'était une bridgeuse, elle avait beaucoup d'amis et tout d'un coup elle se retrouve isolée à cause de cet handicap. Une grande difficulté à s'adapter et toutefois entourée par sa famille, ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants et puis un goût immodéré pour la littérature. Voilà, ça roulait à peu près avec de grosses difficultés. Je l'avais amenée voir un médecin de soins palliatifs parce qu'elle avait des douleurs chroniques. Elle avait exprimé une envie de mourir, ça c'était en février 2022. Et on avait un peu mieux traité la douleur, mais toutefois, ce sentiment d'inutilité, de vide, de perte de sens de son existence rendait un discours assez régulier autour de je veux mourir. Donc j'avais évoqué avec elle la Suisse et puis c'était plutôt compliqué et voilà, je suis pas allée jusqu'au bout de ça, mais déjà c'était un petit peu une forme de violence par rapport à mes convictions puisque j'avais travaillé pendant 17 ans avec la loi Leonetti, tranquille, sans me poser trop de questions. Et puis, au mois d'août, elle se fracture le col du fémur. Elle se retrouve brutalement à l'hôpital. Et là, aux urgences, elle était un petit peu confuse, mais toutefois, elle me dit je voudrais qu'on me laisse tranquille. Et là, je me dis, c'est enfin le moment pour elle, peut-être, de finir sa vie, puisqu'il n'y avait pas eu d'autre opportunité avant. Et j'écris dans la foulée un mail au responsable, au chirurgien au responsable de la chirurgie orthopédique et puis au responsable de la gériatrie en disant voilà, elle déclare qu'elle souhaite pas, qu'elle souhaite qu'on la laisse tranquille et elle réitère sa demande pour que je puisse la filmer en fait. Je lui dis est-ce que tu peux répéter et je filme. Et là, immédiatement, réponse des deux collègues qui me disent bon, écoutez, on va réfléchir, on va prendre le temps de réfléchir. Donc elle était hospitalisée en gériatrie. Et là, finalement, il y a quand même un émoi autour de cette demande un petit peu inhabituelle que je porte en tant que personne de confiance. Et je rencontre assez rapidement l'anesthésiste, le gériatre et le médecin de soins palliatifs. Donc on fait une réunion collégiale et dans laquelle je ne me positionne pas comme médecin en me disant je ne suis que personne de confiance. Et là, il y a une discussion autour de une chirurgie du col du fémur, c'est pas si compliqué et on ne voit pas pourquoi on ne le ferait pas, sinon elle va beaucoup souffrir si on ne l'opère pas. Donc moi j'émets l'hypothèse que on pourrait la laisser mourir en l'accompagnant sur la douleur et qu'elle pourrait aller dans une unité de soins palliatifs finir tranquillement ses vies. Et là, la décision est prise de l'opérer. Je me sens tellement coupable de demander, de soumettre cette idée des soins palliatifs que je me dis, j'arrête d'être le docteur, j'arrête d'être médecin qui a fait quand même de l'éthique à une certaine période de ma vie. Et puis, voilà, je me résous à ça. Elle est confuse, elle ne peut plus exprimer sa volonté puisqu'elle est sous morphinique et que, voilà. Donc elle n'a pas pu réitérer cela, sauf au moment, un truc incroyable, du bloc opératoire, où là, je suis en train de travailler dans mon EHPAD et j'ai un coup de fil du chirurgien sur haut-parleur du bloc opératoire et qui me dit voilà, votre mère dit qu'elle ne veut pas être opérée,
Elle est toujours un peu confuse, mais pas mal confuse. Donc, je la prends au téléphone, sur haut-parleur. Elle me dit, mais c'est qui ce médecin qui veut m'opérer ? Je lui dis, écoute, c'est un chirurgien, il faut avoir confiance en lui. Et là, je me dégonfle de me dire, je pourrais me saisir de ça pour dire, bon, ça y est, ça suffit, voilà. Et en fait, moi, ce qui menait ma réflexion sur le fait que cette chirurgie du col du fémur pouvait être discutable, c'était que je savais, alors j'ai une expérience, je suis un vieux médecin, qu'une personne avec un handicap visuel comme le sien, elle avait eu des séquelles d'accident vasculaire cérébral, elle ne se remettrait pas correctement de cette chirurgie et que ça risquait d'augmenter sa dépendance pour la suite. Et donc, elle a été opérée 28 août 2022. Et ce que j'avais malheureusement anticipé s'est produit, c'est-à-dire que sa dépendance s'est largement accrue. Elle qui avait réussi à garder son autonomie au niveau de sa toilette, de pouvoir aller aux toilettes, de l'habillage, etc. Peu à peu, elle a tout perdu. Et notamment, il y a eu un épisode, un mois de séjour en soins de suite réadaptation, qui a été une épreuve, je dirais, terrible. Parce que les moyens aujourd'hui de notre hôpital sont plus ceux qu'ils étaient, et elle s'est retrouvée, c'était une profonde humiliation avec ces aides-soignantes qui faisaient comme elles pouvaient, mais qui rentraient sans se nommer. Ils venaient la toucher sans anticiper le fait qu'elle était aveugle, et donc sans expliquer ce qu'elles allaient faire. Enfin, vraiment, sur le plan humain, c'était terrible. Ma mère pleurait, et moi avec elle. Et l'objectif, c'était de la sortir le plus vite possible. Bon, ça a duré un petit mois et elle a pu rentrer chez elle. Donc là, elle continue, elle ne retrouve pas d'autonomie, elle se dégrade, elle vit très mal cette situation et je ne sais pas trop comment faire. Et finalement, elle me rend quelque part service en arrêtant de manger. Donc en décembre, elle mange de moins en moins, ça passe plus. Elle m'écrit et je me dis, c'est peut-être le moment pour moi de pouvoir appeler les soins palliatifs. Ce que je fais en janvier, alors je commence par appeler l'unité de soins palliatifs où je l'avais emmenée voir un médecin pour la douleur. Et là, il me dit, non, mais il faut qu'on évalue sa dépression, il faut qu'elle aille en gériatrie, qu'elle soit vue par un psy, etc. Et là, je me dis, mais c'est pas du tout le sujet. Est-ce que la dépression, est-ce que la situation qu'elle vit rend la dépression curable, surtout qu'elle était déjà sous traitement antidépresseur à forte dose. Et donc j'appelle une autre unité en disant, mais est-ce que vous prenez les souffrances, les gens qui souffrent qui présentent une souffrance existentielle, une perte de sens de leur existence. Et là, oui. Donc pour moi, c'est comme une source d'espoir avec un collègue qui me dit, écoutez, il faudrait simplement l'évaluer, mais on peut, sur une demande réitérée, on peut la prendre, parce que moi, dans ma tête, c'était imaginer d'aller vers une sédation profonde et continue jusqu'au décès. Et là, j'ai une idée, je me dis, il y a encore des réseaux de soins palliatifs, même si les réseaux se sont retrouvés en grande difficulté il y a quelques années, là où ma mère habite, et j'ai appelé le réseau de soins palliatifs. Alors, dans cette situation, je n'étais pas le médecin traitant de ma mère, mais le médecin traitant de ma mère était totalement, je dirais, inopérant. Sur ces questions-là, conseillant juste qu'elle prenne des compléments alimentaires. Enfin, il était surtout démuni de mon point de vue. Et donc, j'appelle le réseau de soins palliatifs. Elles viennent une première fois. Bon, j'avais la chance de les connaître de ma vie d'avant quand je faisais du soin palliatif, mais je me suis mise vraiment en retrait, ne voulant pas porter la culpabilité d'insister pour cette sédation à tout prix. Et ma mère a pu exprimer, mais d'une façon magistrale, la souffrance existentielle qu'elle présentait, avec cette perte de sens, cette dépendance accrue, et surtout elle décrivait la nuit d'énormes angoisses, la sensation d'être au bord d'un précipice, d'être sur un abîme, au bord d'un abîme, et puis de fortes angoisses permanentes, mais surtout la nuit, ces cauchemars, des choses extrêmement difficiles. Et donc ma collègue là, de soins palliatifs me dit, écoute, je vais faire une demande anticipée. Elle est revenue 15 jours plus tard. Enfin voilà, je voulais pas être actrice de ça. Et puis ma mère a pu aller en soins palliatifs. Et là, ça a été un soulagement, mais extraordinaire. Elle a pu se poser. Elle a pu trouver du répit.
Elle a pu appeler tous les gens qu'elle aimait pour leur dire au revoir. Elle a pu être coucounée, étayée, accompagnée, maternée. Moi, j'ai pu laisser tomber cette place que je trouvais horrible d'être fille et médecin. J'ai pu devenir que fille. Et ça a duré, donc il y a eu une quinzaine de jours extraordinaires où il y avait un apaisement sous anxiolytique, tranquille. Elle s'est mise à manger des framboises sans arrêt, enfin c'était le grand plaisir. Et puis ensuite, bon, elle a découvert les massages, enfin des trucs comme ça qu'elle avait pas imaginé. Et il y a eu une confusion qui s'est installée. Le jeune médecin qui était formidable a cherché à traiter cette confusion et puis on n'y arrivait pas. Et là, il a démarré une sédation progressive, mais qui s'est révélée terminale parce qu'il n'a pas pu la lever. Et donc, elle est morte au bout de 6 jours de sédation. Voilà. Et donc, moi, je suis en pleine période de deuil parce qu'elle est morte il y a moins d'1 mois, mais en fait, totalement apaisée. D'avoir pu lui donner accès à cet accompagnement-là et soulagée d'une façon incroyable d'avoir pu de la voir aussi tranquille au moment de mourir. C'est vrai que c'est assez terrifiant, mais d'une certaine manière, vous avez beaucoup de chance. Hein. Parce que, ouais. Enfin, oui. Et c'est ce que je me suis dit. Ben oui, parce que finalement, il n'y a pas d'acharnement complètement dingue en face, on ne vous accuse pas. Enfin, dans ce que vous m'avez raconté, je reprends ce que vous m'avez raconté. Bon, on ne vous accuse de rien. Bon, finalement, et puis il y a cette fin qui est quand même. Bon, quel retournement, c'est complètement incroyable. Alors, ça, c'est une chose. Mais l'autre chose qui va avec, hein, qui va de pair, c'est justement votre position de médecin de soins palliatifs. Alors, je me suis dit qu'en fait, mon histoire professionnelle avait été... Enfin, le contexte dans lequel je travaillais en soins palliatifs rendait les choses un peu différentes, puisque j'étais déjà identifiée comme un médecin de soins palliatifs, et donc les patients que je prenais en charge, dans ce cadre-là, étaient déjà clairement identifiés comme étant en soins palliatifs. Donc, il n'y avait pas cette question de l'accès aux soins palliatifs. Quand ils arrivaient dans mon réseau, c'était clair, c'était net. Et puis, je me suis dit aussi que la différence importante, c'était que finalement, je faisais beaucoup de cancérologie. Qu'en cancérologie, les choses sont très claires. Que je m'occupais aussi beaucoup de patients grand âge, mais en phase avancée ou terminale de leur maladie, des démences sévères, des patients grabataires, et que finalement, ce trou-là, j'avais eu un déficit de ce genre de situation, où effectivement, et c'est le questionnement que j'ai sur la loi et l'évolution possible de la loi, c'est-à-dire que ma mère n'était pas dans une question de pronostic à moyen ou court terme, on avait encore du temps, et elle exprimait une souffrance existentielle. Et finalement, moi, j'étais très au clair dans mon activité de soins palliatifs, c'est-à-dire que globalement, grâce à ce qu'on faisait, quand il y avait rarement des demandes de mourir, finalement, en se traitant la douleur, en apportant un soutien aux patients, aux proches, en apportant un accompagnement psychologique, dans l'immense majorité des cas, on gérait très bien. Et j'étais très satisfaite de mon activité. Et puis, quand c'était difficile à domicile, puisque moi je faisais surtout du domicile ou de l'EHPAD, j'envoyais en unité de soins palliatifs, et où les patients trouvaient ce que moi j'ai trouvé avec ma mère, c'est-à-dire elle a tout de suite cessé de demander à mourir, quoi. Dès le premier jour. Donc j'étais pleine de cette conviction-là et de cette expérience-là. Donc ce que je me dis là, en ayant vécu cette histoire, c'est que je pense un public, non des moindres, et là je me cantonnerai plus au grand âge parce que j'ai connu les maladies neurodégénératives et tout, ça c'était une partie de mon activité, mais là ce grand âge qui n'en finit pas, sur des pathologies chroniques, quand il y a du handicap, quand il y a la solitude qui s'installe, l'isolement social, je pense que cette population-là, on n'en a pas connaissance. Je pense que c'est parce que moi j'étais la fille de ma mère que j'ai eu ces recours et ces questionnements. Le médecin traitant de ma mère ne se posait pas toutes ces questions-là. Elle exprimait une souffrance existentielle, et il n'y pouvait rien.
il n'y pouvait rien et il se contentait, avec beaucoup d'empathie, mais toutefois de venir régulièrement renouveler des ordonnances. Et voilà. Donc ma question, c'est justement est-ce qu'on peut penser à ce public-là, probablement oublié. Alors, pour moi, c'est peut-être plus des situations du domicile, parce que maintenant je suis médecin d'EHPAD, et il me semble, alors en tout cas là où je travaille, qu'on a une attention importante à ces sujets de souffrance potentielle, et que globalement, dans l'environnement dans lequel on est, j'ai le sentiment de bien gérer, et que d'avoir peu d'expressions comme ça de souffrance. Peut-être aussi parce qu'il y a du déficit cognitif, alors que ma mère était totalement lucide, qui fait que nos résidents, globalement, ils sont adaptés à leur état, même si c'est très dur pour les familles, il y a quelque chose d'adapté, quoi. Donc là, pour moi, ce questionnement, c'est autour d'abord de cette population qui est probablement exclue de tout, avec des médecins qui sont démunis. Et puis la deuxième partie de ma réflexion, c'est mes collègues de soins palliatifs, effectivement. Est-ce qu'on a accepté d'être suffisamment bousculé sur le plan éthique sur des situations telles que celle-ci, avec, je me souviens de cette réunion collégiale à laquelle j'ai assisté, c'était bénéfice-risque, peu de risque à cette chirurgie, on peut traiter, elle souffrira pas, et basta, quoi. Et là, je me suis dit, mais l'approche globale, qui est quand même un des enjeux de notre métier, la prise en compte globale, j'étais là, j'expliquais la situation, j'ai même dit de contacter le médecin de soins palliatifs à qui elle avait déjà dit, il y a quelques mois auparavant, qu'elle voulait en finir. Je me suis dit, on peut penser ça, on peut le penser, s'autoriser à le penser. Là, ça n'a pas été possible. Et donc, voilà, pareil, l'accès à l'unité de soins palliatifs. Il fallait d'abord traiter la dépression ailleurs. Enfin, voilà, je me dis, est-ce que nous faisons suffisamment preuve d'ouverture sur ces questions-là ? Est-ce qu'on peut imaginer des hospitalisations bien en amont d'une fin de vie pour évaluer des hospitalisations cocooning, que moi j'appelle, qui auraient permis de statuer un petit peu sur ce vécu-là. Moi, ma question, c'est notre société, on n'est pas en capacité d'éviter le sentiment de solitude extrême, d'isolement social du grand âge. Et rien ne permettra de l'éviter. Et il faut arrêter de penser que on reste digne jusqu'au bout et que la vie vaut la peine d'être vécue jusqu'au bout. Il peut arriver un moment où cette question se pose dans l'idée d'inutilité. On veut combattre ce sentiment d'inutilité, mais comment on fait ? Moi, je faisais des visites hebdomadaires. Les derniers mois, elle avait un auxiliaire de vie 7 heures par jour, c'était le maximum. Et encore avec un financement particulier. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire de plus, quoi ? Enfin, c'est quoi cette société qui se refuse à imaginer qu'effectivement, ce soit une vraie question et de dire non, ils doivent supporter, et voilà. Donc je me suis posé la question si la loi évoluait vers l'aide au suicide, l'assistance au suicide, qu'est-ce que j'aurais fait ? J'avais envie de le faire pour la Suisse, je l'aurais probablement fait pour ma mère, et puis peut-être qu'elle aurait décidé de ne jamais s'en saisir. Mais peut-être que de savoir que c'était une possibilité, ça l'aurait peut-être aidé à continuer. Enfin, tout ça, c'est des suppositions. Mais toutefois, la souffrance qu'elle a endurée, je pense qu'on ne pouvait pas y répondre autrement. Donc, il y a eu... on ne pouvait pas y répondre. Et la société ne peut pas y répondre. Et moi, je n'ai pas voulu la mettre en EHPAD, parce qu'en EHPAD, les moyens, j'y travaille, montre que j'avais calculé qu'il y a 1 heure d'aide-soignante par jour par résident. Donc, pour une personne aveugle, j'ai préféré qu'elle ait 7 heures par jour. Donc, voilà, c'est aussi une question sociétale. Et puis, cette question d'accès aux soins palliatifs. Donc, il y a mes collègues médecins de soins palliatifs. Est-ce qu'ils sont capables d'être plus bousculés
sur des souffrances existentielles avérées, et ensuite comment donner accès. Comme vous le dites, j'ai eu la capacité à faire appel au réseau du 92, j'ai appelé les unités, j'ai pensé ça, mais grâce au bagage que j'avais, et d'une façon finalement très tardive. En tout cas par rapport à la durée de sa souffrance, quoi. Et trop tardive à mon goût, quoi. Mais je savais qu'on refuserait avant. Et quand je dis elle m'a rendu le service d'arrêter de manger, là, c'était... Mais on arrivait là. On arrivait là. Enfin, j'avais des éléments objectifs, ne serait-ce que le médecin traitant, il aurait dit à quel point, d'ailleurs quand je lui ai annoncé la mort de ma mère, il m'a dit depuis le temps qu'elle le rêvait, quoi. Là, je viens de rendre les clés au propriétaire, il me dit quand je l'ai vue en novembre, elle n'en pouvait plus. Donc si vous voulez, il suffisait de... Alors comment vous expliquez en face, du coup, cette espèce quand même de... Alors acharnement, c'est peut-être un mot un peu fort, mais peut-être pas. Alors, en fait, j'ai relu les termes de ce qu'est l'obstination déraisonnable. Alors, c'est vrai que c'est des moyens inutiles ou disproportionnés qu'on met en place. Et c'est vrai qu'une chirurgie sur une fracture de hanche, c'est pas disproportionné, c'est pas dingue. Donc, je me suis dit, est-ce qu'il faut pas reconsidérer ce qui peut être vécu comme une obstination déraisonnable aussi. Enfin, de se mettre un peu à la place du sujet, plutôt qu'être dans une espèce de mesure qui est faite avant tout par les médecins à ce moment-là, puisque c'est eux qui estiment que c'est disproportionné. Donc voilà, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à travailler autour de cette thématique-là, ou en tout cas à élargir. Et puis la question du moyen court terme, ça c'est un vrai sujet. C'est vrai qu'elle était, avant de tomber, elle pouvait encore se déplacer, elle pouvait encore faire sa toilette, mais en même temps j'étais avec un gériatre, un médecin de soins palliatifs, donc moi j'ai un peu aussi les deux casquettes, et c'était une évidence qu'elle allait se dégrader, quoi. Alors que c'est vrai que j'ai des personnes âgées à l'EHPAD qu'on opère et qui retrouvent de l'autonomie, mais voilà. Donc je pense c'est autour de cette évaluation multidimensionnelle qu'il y a eu une espèce de focalisation, je trouve. Voilà, ce que je dis, c'est comme une éthique biomédicale, quoi. Ce qui est complètement antagoniste, mais voilà, on évalue le risque, le bénéfice d'un geste à un moment donné, sans le remettre dans le contexte général. Mais en même temps, même ma collègue de soins palliatifs qui est venue à la maison et qui je lui dis, mais tu vois, cette opération sur la fracture du fémur, elle dit, mais quand même, compliqué de ne pas faire. Donc voilà, c'est au moment où ça se passe, et moi en tant que famille, effectivement, là vous voyez, c'est la culpabilité qu'on peut avoir à potentiellement insister. Alors on peut le faire pour de mauvaises raisons, parce qu'on en a marre de s'occuper de son proche, mais si on le fait pour de bonnes raisons, c'est culpabilisant potentiellement. Ah bah ça c'est sûr, non, mais au-delà de la culpabilité, j'ai envie de dire... c'est pas tenable, tout simplement. C'est vraiment très difficile de tenir ce rôle parce que précisément on n'est pas à la bonne place. Enfin, comment faire? Je veux dire, là vous êtes médecin, là vous êtes moins médecin, vous êtes la fille. Oui, alors l'ambivalence, oui. L'ambivalence c'est un sujet. C'était un sujet pour moi potentiellement parce qu'il y avait des moments où je me disais mais ma mère va finir par me tuer tellement c'était dur, quoi, cet accompagnement. Parce que dans la souffrance existentielle, il faut aussi en parler. Il y a cette ambivalence et puis il y a aussi ce côté très régressif, ce sentiment d'abandon. Quand je m'éloignais, elle se sentait abandonnée. Elle souffrait, elle régressait, elle avait, je devenais vraiment sa mère, enfin les rôles étaient inversés depuis longtemps, mais ça s'accentuait, je pouvais pas partir en week-end, ma vie était compliquée, je le reconnais, je le savais. Et donc je me disais, mais combien de temps je vais pouvoir tenir? Mais en même temps, ce vécu, j'aimais ma mère, mais il est un vécu de proche aidant, avec... confrontée à une souffrance. Et à la souffrance, je pense que si elle avait été bien dans sa peau, ce qui a été le cas à une époque, elle ne m'aurait pas autant demandé. Donc moi, cette question de mon ambivalence à elle, et parfois de son ambivalence à elle aussi, puisqu'elle prenait ses médicaments toutefois, enfin, elle aurait pu faire des choix en amont. En fait, ce qui m'a aidée, voilà, j'ai beaucoup travaillé cette question, je me suis fait aider moi-même, pour être sûre que j'étais dans le bon registre, me semble-t-il, de ma position de fille aussi, dans mes colères et aussi ma tristesse et tous ces enjeux qui rentraient dans ma vie, quoi, enfin,
qui a influencé ma vie. Donc c'est hyper complexe. Et quand on est seul et pas armé, et sans les outils que j'ai, effectivement, comme vous le dites bien, c'est difficile d'avoir ce recul que moi je pense avoir réussi à prendre, et puis la précaution que j'ai prise tout le temps de ne pas être en première ligne et de faire intervenir des tiers. En même temps, quand ma collègue de soins palliatifs est venue, je lui ai dit écoute, vraiment, je veux pas t'instrumentaliser, quoi. Je voulais même pas être là pendant l'entretien, je voulais qu'elle se fasse une idée, et je suis pas intervenue du tout pendant l'entretien auquel finalement elle a souhaité que j'assiste. Et ma mère a pu dire ce qu'elle souhaitait, mais avec sa lucidité, sa capacité d'expression, c'était extraordinaire. Voilà. Donc, voilà, moi je pense aux autres avant de penser à moi, et je me dis, on peut faire mieux. Alors, au quotidien, je fais beaucoup de soins palliatifs en EHPAD, hein, et voilà, finalement, j'ai gardé mes réflexes d'avant, et je trouve que je gère le mieux possible, avec toujours d'abord la réflexion collégiale, hein, autour de jusqu'où on va, pour tel président, est-ce que c'est raisonnable, le travail avec la famille. Et cette loi Leonetti, elle m'habite, quoi. Enfin, je la connais par cœur, et je travaille avec tout le temps, c'est-à-dire se poser la bonne question, discuter avec l'équipe, avec le médecin traitant ou un gériatre ou un médecin de soins palliatifs, recueillir l'avis de la famille avant de trancher et de faire la fiche SAMU Pallia qui dit qu'on ne fera pas d'obstination déraisonnable, on ne fera pas de rien, on ne fera pas de choses comme ça. Et je passe toujours par le moment où je suis en accord avec la famille sur les décisions qu'on va prendre. Je me fais aider d'une équipe de soins palliatifs, Pallidum, qui vient m'aider quand je suis pas là et tout ça, enfin qui vient m'aider tout court. Donc je suis pas en difficulté au quotidien parce que finalement je suis avec des résidents que je connais bien, et que je suis sur une longue durée, je connais la famille, c'est simple, quoi. C'est pour ça que ça change pas mon quotidien, cette histoire. Je pense plus à tous ces gens avec lesquels je ne travaille pas, et quand on parle d'accès aux soins palliatifs, au domicile, les équipes sont rares, elles manquent de moyens, puisque moi je l'avais expérimenté quand je faisais du réseau. Et puis le développement de la culture palliative vers les généralistes, qu'ils aient l'idée d'appeler, qu'ils aient l'idée de se poser la question, qu'ils se disent que c'est possible. Voilà, il y a encore un champ énorme. Alors j'ai la chance d'avoir des internes futurs généralistes, donc ils voient comment on peut penser la décision palliative, comment on peut se calmer, arrêter de faire des examens complémentaires et inutiles chez les personnes âgées parce qu'il n'y aura pas de traitement, etc. Donc tout ça, c'est quelque chose qui doit continuer de diffuser. Donc ce qui me gênerait dans l'évolution de la loi, c'est qu'effectivement on ne fasse pas en parallèle ce qu'il faut, à la fois sur l'accès, sur la diffusion de la culture, et que l'idée de recourir au suicide assisté serait, je dirais, une façon d'oublier tout le manque. Moi, le vécu de ma mère en service de gériatrie, c'était l'enfer. Donc on peut avoir envie de mourir quand on est en gériatrie, vraiment. Et je trouve qu'il faut beaucoup de force d'âme pour surmonter ça. Et elle, je pense que c'était avant tout l'idée d'en sortir qui lui a rendu les choses supportables. Mais voilà, donc je trouve que aborder cette question législative au moment où l'hôpital est en crise, au moment où il n'y a pas de moyens, au moment... c'est comme si on allait mettre tout ça de côté, et je trouve ça... Enfin, ça m'inquiète. Ça m'inquiète. Mais voilà, si ça peut remuer, si les consciences peuvent bouger un peu. Je pense que l'enseignement éthique, avec un grand E, c'est aussi, ça a du sens, bien évidemment, quoi. De repenser autrement ces questions-là. Je vous dis, moi, je me suis retrouvée dans un truc d'éthique biomédicale. Je nommerais ça comme ça. Donc, c'est plus tout à fait de l'éthique, quoi.